Bonjour à tous et bonjour à toutes. Dans cette vidéo, on va parler identité autistique, intérêts spécifiques qui prennent beaucoup trop de place. C'est parti. Alors, avant de commencer, je voulais vous remercier d'avoir commenté sur la vidéo Qui êtes-vous, puisque j'ai pu avoir du coup des retours de ce que vous souhaitiez. Donc j'ai tout noté et il y a certains éléments dont vous m'avez parlé qui vont venir en filigrane. Alors, hier soir, j'étais donc à cette place-là, dans le salon, avec mon mari et ma fille. Après, je commence, hein, mais juste une petite anecdote. Alors, j'aimerais vous dire que, comme une famille parfaite, on avait chacun un gros pavé, qu'on était à fond dans la lecture d'un classique, mais c'était pas le cas. J'étais sur mon téléphone portable et je regardais du coup ma chaîne YouTube. Et là, j'ai vu mon premier abonné. Ça m'a fait une joie, mais alors de fou. Et j'ai cliqué dessus parce que je voulais remercier cette personne et je me suis rendu compte que je pouvais pas. Enfin, il n'y avait pas un bouton merci. Donc je le fais en direct. Voilà, je souhaitais remercier mon premier abonné. Je vais juste dire son prénom, Arnaud, avec donc une clé de sol en avatar. Il se reconnaîtra. Donc merci Arnaud et merci à tous ceux qui suivront. Donc si vous le souhaitez, la participation, je l'ai mis à 99 centimes et ça permet de soutenir ma chaîne. Et une fois par mois, je vous donnerai les dates après dans une prochaine vidéo. Une fois par mois, je ferai une émission mensuelle que je vais appeler le Café des Pyjamas, où on discutera d'autisme. Et le but, en fait, ce sera de discuter en temps réel de questions que vous m'aurez envoyées au préalable et en discutant des questions des uns et des autres, si vous-même, vous souhaitez intervenir parce que il vous est arrivé la même chose qu'à la personne dont je lis la question, vous pourrez intervenir. Le but, c'est pas, moi, de vous donner quelque chose de descendant et de me poser comme une sachante. Voilà, vous savez autant que moi puisque vous vivez à peu près les mêmes choses. Voilà, la parenthèse est refermée. On va pouvoir aujourd'hui discuter donc intérêt spé et identité autistique. Alors, ce matin, j'étais en train d'écrire dans mon carnet, donc ça fait partie de ma routine du matin. J'écris à peu près un quart d'heure, 20 minutes, sur absolument tout, c'est-à-dire si j'ai fait un rêve, enfin ce qui me traverse. Je fais ça depuis que j'ai 12 ans, donc ça fait un moment maintenant. J'ai remis de la lumière. Donc ça fait maintenant 12 ans que je fais ça. Et depuis toute petite, en fait, j'avais le rêve de devenir écrivain. C'est-à-dire que même, je me rappelle qu'en maternelle, déjà, je connaissais pas le mot écrivain, mais quand la maîtresse nous lisait une histoire, je me disais, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux être la personne qui écrit dans les livres. Et c'est quelque chose qui ne m'a jamais quittée, c'est-à-dire que j'ai écrit mon premier roman en 6e, j'en ai écrit ensuite un par an, et j'étais vraiment, j'étais absorbée par ça, c'est-à-dire que non seulement c'était mon intérêt spécifique, écrire et lire, c'est-à-dire que j'aimais tellement lire que j'étais dans un tout petit collège, et donc dans ce collège, les professeurs le savaient bien, et du coup quand il y avait une classe qui recevait un écrivain, même si c'était pas ma classe, on m'invitait quand même. Alors, c'était pas très cool pour la classe parce que moi, forcément, j'avais plein de questions à l'auteur, alors que c'était censé être les élèves qui avaient lu le livre qui devaient poser les questions. Donc, comme disait Johanna, calme-toi un petit peu. Donc, pendant des années, je vivais plusieurs vies en fait. C'est-à-dire qu'il y avait ma vie quotidienne que je trouvais pas très intéressante. Et il y avait mes romans, c'est-à-dire que mes personnages que j'écrivais le soir me suivaient toute la journée et j'étais vraiment avec eux en fait. J'étais pas dans la vie réelle, c'est-à-dire que dès que mon esprit s'évadait, j'imagine en fait comme toutes les personnes autistes, je suis assez visuelle et moi les idées elles me viennent vraiment en images. Alors c'est un peu flou parce que au niveau des visages, j'ai besoin de raccrocher à un visage que je connais déjà, mais les scènes me viennent en images et après je les retravaille. C'est-à-dire que quand je m'assois devant mon ordinateur, j'ai jamais connu, alors ça fait un peu prétentieux, hein, mais voilà, c'est mon cas, j'ai jamais connu l'espèce de syndrome de la page blanche, puisque comme j'écrivais tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ma tête, et en fait, la page, moi, elle me permettait de me vider et je pouvais écrire comme ça pendant des heures et des heures et des heures. Et c'était vraiment ma passion.
Et le problème, c'est que... Enfin, le problème, vous allez comprendre après pourquoi je dis que c'est un problème. Au lycée, j'ai commencé à gagner des concours d'écriture. Alors, il y a eu plusieurs concours d'écriture de lycéens. J'ai gagné aussi un concours de poésie qui s'appelle Poésie en liberté. Vous irez voir sur Internet, hein, chaque année, il y a des lycéens qui gagnent. Je suis allée pour la première fois de ma vie à Paris pour recevoir mon prix. J'ai été jury l'année qui a suivi. C'est comme ça que j'avais rencontré mon premier copain, en fait, donc pour vous dire l'impact que ça avait eu sur ma vie. Et en fait, j'ai gagné tellement de concours quand j'étais ado que ça me paraissait possible, en tout cas si je travaillais dur, peut-être un jour de vivre de l'écriture. Et en parallèle, forcément, je me sentais en décalage, très différente. Je me souviens que un jour au collège, alors j'en veux pas à cette personne parce qu'on était très jeunes, hein. Un jour au collège, il y a une fille qui m'a dit mais on voit trop que tu souffres. Et du coup, c'est dur d'être amie avec toi parce que on a l'impression que tu souffres tout le temps. Tu devrais être comme tu es sur scène. Parce qu'à l'époque, je faisais du théâtre en fait, avec une petite troupe amateur de collégiens. Et donc forcément, j'avais un rôle de collégienne normale et pimpante. Et on me renvoyait qu'en fait, c'était ça que je devais être plutôt que ce que j'étais. Parce que moi, très souvent, pendant les récréations, je me cachais dans les toilettes et j'écrivais. Donc j'étais vraiment tout le temps là-dessus. Et cette envie d'être écrivain, à cette époque-là et après, elle s'est alliée à une espèce d'identité, c'est-à-dire que à certains moments de ma vie, je me disais, mais je suis alors introvertie, pas forcément. Hein, les autistes sont pas tous introvertis, c'est-à-dire que quand je suis dans un endroit où je suis vraiment à l'aise, je peux même, entre guillemets, faire mon petit clown. Mais ça aussi, c'est un masque. Mais en tout cas, j'ai toujours aimé être seule, j'ai toujours aimé écrire. Et du coup, je me disais, ça correspond à l'idée que je me fais d'un écrivain. Et quand j'ai fait mes premiers burn-out au travail, et que j'ai en parallèle réalisé que j'avais été violée, c'est quelque chose que j'avais oublié. J'ai décidé du coup d'écrire un roman, cette fois-ci avec le but de le publier, un roman qui raconterait cette histoire-là. Alors ça a été une catharsis que je regrette absolument pas parce que ça m'a vraiment permis d'avancer. Et quand j'étais en train d'écrire, je pense que ça, vous le vivez dans votre intéressé, quel qu'il soit, hein. Je veux dire, il n'y a pas de pyramide de Maslow des intéressés. Je veux dire, que vous soyez dans le tricot, dans l'écriture, la sculpture ou les tupperwares, quand on est à fond, on est à fond, hein. Donc moi, quand j'étais à fond en train d'écrire, je me rappelle que j'étais obligée de me mettre plusieurs réveils. C'est-à-dire, je me mettais un minuteur et le réveil pour m'extraire en fait de ça, pour aller chercher ma fille à l'école, parce que si j'avais pas eu ça, je pense que j'aurais pu facilement y passer une journée entière sans manger. Je me rappelle même que j'allais aux toilettes presque en courant, tellement j'étais sur mon truc et je voulais pas lâcher. Et c'était comparable un peu à une transe, quoi. Et donc quand j'ai commencé à proposer mon manuscrit à des éditeurs, je connaissais absolument pas le monde de l'édition professionnelle. Et j'ai été très naïve. Ça encore, nous les autistes, on a tendance à croire les mots qu'on nous dit. Donc j'ai rencontré un petit éditeur et je me suis pas doutée de ce qui allait se passer. C'est-à-dire que ce petit éditeur m'a dit que il était tout à fait possible, en travaillant sur ses réseaux, de se faire entre guillemets un nom et que le bouche à oreille marche, etc., etc. Donc je me suis lancée à corps perdu là-dedans, parce que quand il m'a appelée pour me dire que j'allais être éditée, waouh, j'en ai pleuré. Enfin, je me rappelle qu'il m'avait laissé un message sur mon répondeur. J'étais carrément montée dans un arbre pour attendre le retour de son appel, parce que je savais que si c'était non, j'allais m'effondrer. Si c'était oui, j'allais pleurer de joie. Enfin voilà, je savais que ça allait être très fort. Et donc, je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Alors à l'époque, ça me coûtait énormément. Mais encore une fois, comme je ne savais pas que j'étais autiste, je pensais que ça coûtait à tout le monde. Et que c'était le jeu et qu'il fallait faire. Et encore une fois, j'avais ce fantasme de me dire, être écrivain, ça me permettrait de travailler de chez moi, de faire quelque chose que j'aime et enfin d'être bien, de plus avoir de burn-out à cause du travail
Et du coup, ça venait un peu gommer aussi ce questionnement existentiel que j'avais sur moi-même. C'est-à-dire que si j'étais, entre guillemets, validée écrivain par mon travail, et ben finalement, mes particularités, ça devenait juste des particularités inhérentes à un statut artistique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le lancement de mon livre, alors mon éditeur, je me rappelle, il m'avait appelé, il était mais enthousiaste, il disait c'est le meilleur lancement qu'on a jamais eu. Alors après, en parlant à d'autres écrivains, apparemment tous les éditeurs sont comme ça, hein, que ce soit des petites ou des grandes maisons d'édition. Hein. C'est le meilleur lancement qu'on a jamais eu. En fait, je crois que j'avais fait 25 ventes au moment du lancement, et donc pour cette petite maison, c'était énorme. Et du coup, bah, j'ai continué à faire des petites interviews sur Internet, à envoyer mon roman en PDF à des Instagrammeurs et Instagrammeuses, booktubeuses, enfin voilà. Et j'ai reçu mes premiers droits d'auteur. Donc pour 1 an de travail, mais acharné, hein, je crois que j'avais eu quelque chose comme 149 euros. Enfin, vraiment, là, j'ai réalisé qu'en fait, il fallait que je table plus grand, c'est-à-dire sur des plus grandes maisons d'édition. Et ce qui a remis une pièce dans la machine, c'est que pendant le confinement, j'ai gagné un autre concours. Alors, je le dis avec, je le dis avec dépit, alors que c'est génial, hein, mais vous allez peut-être comprendre ma démarche. J'ai gagné donc le concours des abeilles de Guerlain, donc qui publie chaque année des nouvelles de jeunes écrivains pour leur permettre un tremplin. Attendez, je vais vous le chercher. Voilà. Donc, il s'appelle, enfin cette édition s'appelle Et soudain vint l'été. Donc c'est l'édition, je crois, 2021. Enfin voilà, je sais plus. Bref, j'étais super heureuse de voir ma nouvelle. Si un jour vous y allez, ma nouvelle s'appelle Parfum d'aveu. Je n'ai pas pu aller chercher mon prix cette année-là à cause du Covid. J'ai reçu un très beau flacon Guerlain avec mes initiales. Et je me suis proposée pour être jury l'année d'après. Donc comme j'avais fait à mon concours de poésie quand j'étais plus jeune. J'ai été acceptée. Et donc je suis partie en blablabus à Paris pour un déjeuner de jury littéraire. Donc j'ai rencontré Daniel Picouli, Tatiana Dronet et Gaël Nohan. Si vous les connaissez, vous savez qu'il y a quand même du niveau, quoi. Donc, nous avons mangé des pâtes aux truffes pendant que nous discutions des nouvelles que nous avions préalablement reçues. Alors pour moi, ça a été très difficile, hein, parce qu'on me demandait et de manger et d'argumenter. Donc là, niveau fonction exécutive, c'était compliqué. Mais j'ai quand même réussi. Enfin, voilà, j'avais envie de paraître concernée, j'avais envie d'avoir des contacts. Et du coup, bah, j'ai eu des contacts puisque Tatiana Dronet m'a donné son mail. Je lui ai dit donc que j'avais un autre roman que je souhaitais publier dans une plus grande maison. Amélie Nothomb aussi, avec qui je correspondais à l'époque, m'avait donné un mail perso. Et j'ai commencé à avoir des retours de maisons d'édition qui étaient des retours hyper encourageants, mais hyper frustrants dans la mesure où ils disaient votre roman a de très beaux personnages, très sensibles, mais nous avons déjà en fait notre quota de littérature blanche. La littérature blanche, c'est tout ce qui n'est pas polar, fantasy, littérature du réel en fait. Et donc les gens me disaient bah, envoyez votre roman de ma part à telle adresse. Et alors à ce moment-là, je vous avoue que bah, ça n'allait pas dans mon autre travail. J'étais épuisée, à nouveau en burn-out, et je me disais, bon bah là, j'ai Amélie Nothomb, Tatiana Dronet, Gaël Nohan, qui en gros me pistonne. Enfin, j'ai compris qu'après le piston, ça n'existait pas même en littérature, puisque eh ben, ça n'a rien donné. Et ça a été vraiment une douleur, mais un deuil, quoi. Enfin, le roman que j'ai écrit, qui s'appelle, alors il y a 2 titres, il y a Mûr et miel et Maman revient. Mais ce roman-là, j'avais commencé à l'écrire quand je travaillais à temps plein et j'avais mis tête la première, quoi. Je suis tombée dedans, c'est-à-dire que je l'écrivais au travail quand j'avais 5 minutes de pause, dès que c'était un jour de congé. Encore une fois, j'étais avec mes personnages tout le temps dans ma tête, j'en rêvais la nuit. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans un accouchement et que tant que le roman n'était pas publié, je restais en travail, quoi, avec la douleur du travail.
Et j'étais dans un espèce en plus de truc un peu spirituel, de la loi de l'attraction, enfin voilà, pour moi dans ma tête, je ne pouvais rien faire d'autre que ça. Un jour ou l'autre, ça allait arriver parce que je travaillais dur, parce qu'en plus, si encore j'avais eu des retours négatifs, c'est-à-dire que s'il y avait plusieurs maisons d'édition qui m'avaient dit, écoutez madame, changez de boulot, mais c'est pas pour vous quoi. Bah ça m'aurait fait mal, effectivement, mais j'aurais arrêté quoi. Je me serais dit bon bah ok. Mais là, qu'on vous dise, oh, c'est très très beau, mais on va pas pouvoir le publier, et ben ça fout les boules quoi. Et j'ai eu un moment mais vraiment de deuil. Je pense que au niveau humeur après j'ai vraiment sombré et je me suis rendu compte parce que suite à ça j'ai fait une espèce de rejet. Enfin il fallait que je prenne du recul par rapport à l'écriture et même à la lecture. C'est-à-dire que là je suis dans une période où je ne lis que des essais ou des témoignages sur l'autisme. Et du coup, je me suis un peu dégagée de temps pour ma maison. Alors, j'ai un autre intéressé qui est le ménage. J'ai vu la vidéo de Mésange il y a quelques jours sur sa FAQ. Bah, moi aussi. Et je pense que comme beaucoup de personnes autistes qui aiment quand tout est rangé, bah, du coup, je m'adonne beaucoup plus à ça. Et je me rends compte à quel point cet intéressé, il avait pris une place dans ma vie qui était beaucoup trop grande. Mais parce que, encore une fois, je ne savais pas que j'étais autiste et je ne savais pas que c'était un intérêt spécifique. C'est-à-dire que je m'y donnais à corps perdu et je ne sentais même pas ma fatigue et du coup, bah, j'étais en burn-out de l'extérieur mais en burn-out de l'intérieur aussi. Ce matin, j'ai eu un commentaire d'une abonnée qui s'appelle Unreal Emma, j'espère que je prononce bien, et qui m'a écrit que sa psy lui avait dit que l'intérêt spé, c'est tout voir à travers son intérêt spécifique. Et moi, effectivement, quand je rentrais dans une bibliothèque, la première chose que je regardais, c'était les maisons d'édition, les collections, etc. Je pensais plus qu'à ça. Et dans ce commentaire, il y avait aussi cette idée que je trouve intéressante, que les intérêts spécifiques permettaient d'investir en fait une partie du réel. Parce que comme on a besoin de contrôler, comme on ne comprend pas beaucoup ce qui se passe dans le monde, ou ce que les gens nous disent, ou comme on a un déficit de compréhension dans le reste, et ben l'intérêt spé, ça nous permet là d'avoir une compréhension totale. Et donc nous a donné à notre intérêt spé, bah, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien, mais parfois, quand on tombe, et ben ça peut faire mal. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai écrit que peut-être finalement ne pas avoir été publié pour Mûr et Miel, eh ben, c'est peut-être finalement une bonne chose qui m'est arrivée parce que juste derrière, il y a eu donc le diagnostic de ma fille et du coup, bah, mon propre questionnement qui a commencé et qui m'a pris énormément de temps. Enfin, vous savez ce que c'est, hein, on commence à regarder des vidéos, on commence à emprunter des livres, on commence à se poser des questions, on commence à revoir toute sa vie et puis bah, des fois, on commence une chaîne YouTube. Et là où je me suis dit, je vais pas troquer un intérêt spé pour un autre, c'est que cette chaîne, j'essaie parfois de me dire, bon bah là, est-ce que c'est le bon moment pour tourner une vidéo? Est-ce que t'es pas trop fatiguée? Et du coup, bah, je ne veux pas retomber dans ce que j'étais parce que je sais aujourd'hui que cette fameuse identité que j'ai toujours recherchée parce que je me sentais différente, parce que je ne pouvais pas m'identifier à mes pairs et je ne pouvais pas non plus m'identifier à ce qui se passait à la télé parce que des personnages autistes sans déficience mais qui sont pas non plus surdoués, bah il y en a pas. Donc du coup au niveau de l'identification, à part me dire vaguement bah ouais, je suis une fille, oui, je suis française. Oui, alors je suis une maman, donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup investi, mais je suis quoi? En plus, j'étais pas écrivain, alors vous vous rendez compte? Et là, le fait de trouver en fait une réponse à mes questions, de trouver l'autisme, je me dis, bah en fait voilà, j'ai juste un cerveau différent, mais je suis ce que je suis avec ce cerveau. Et du coup, bah la littérature, ça restera toujours ma passion, l'écriture, ça restera toujours ma passion, mais j'ai pas un besoin viscéral d'être publiée pour exister. Mais en tout cas, concernant l'écriture, qu'on aime l'écriture ou pas, ça reste vraiment quelque chose qui peut vous aider à vous trouver. Tenir un journal de vous à vous-même, déjà c'est un moment où vous vous reconnectez avec vous-même si vous n'êtes pas très à l'aise avec tout ce qui est
sport ou yoga ou méditation, ça peut être vraiment une richesse pour vous de noter ce que vous ressentez à un instant T, même si vous ne savez pas, et surtout si vous ne savez pas ce que vous ressentez en fait. Moi, le seul conseil que j'aurais à vous donner, c'est essayer d'écrire un peu tous les jours, même si c'est qu'une minute au début, même si c'est pour simplement écrire aujourd'hui il pleut. Vous allez voir que au fur et à mesure, en prenant ce rendez-vous avec vous-même, bah, vous allez dire de plus en plus de choses. Et moi, je sais que l'écriture, c'est ce qui me permet de réaliser ce que je vis en fait. Parce que tant que je ne l'ai pas écrit, je ne le comprends pas. Et je pense que cet intérêt-respect répondait aussi à ce besoin-là. Ce besoin de comprendre le monde. Donc écrire mon journal, c'était un besoin de comprendre ce que je ressentais, d'analyser des choses. Et écrire des histoires, c'était aussi une façon de comprendre le monde en y mettant des scénarios imaginaires. Et puis pour créer de la beauté aussi, pour le bonheur du mot, le bonheur de l'histoire, le bonheur d'être ailleurs. Donc essayez de tenir un journal de vous à vous-même. On s'en fout des fautes d'orthographe, on s'en fout de votre style, on s'en fout de votre écriture, c'est pour vous. Et vous verrez justement que l'écriture manuscrite, ça vous donne aussi un indice sur comment vous vous sentez. Quand par exemple vous écrivez depuis plusieurs années et que vous voyez que vous avez une écriture vraiment très fine, un peu déprimée, pas très appuyée, vous allez vraiment pouvoir voir votre évolution et vous allez vraiment, en vous relisant, vous dire « Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a un an, j'en étais là. Ah d'accord. Ah oui, donc c'est un peu un carnet de santé mentale, vous voyez. C'est un réel bonheur et j'aimerais vraiment partager ça avec vous. Je vais, donc à côté de moi, il y a... voilà la boîte. Et à l'intérieur, tous les petits carnets. Là, les petits. Enfin voilà. Ce que je vous ai montré, donc mon énorme carton, et encore, j'ai pas tout gardé. Je vous montre 2 minutes. Hein. Celui-là, c'est quand ma fille est née. Et j'ai écrit jusqu'au dernier moment, parce que j'avais une césarienne programmée, et jusqu'à ce qu'on vienne me chercher, j'ai écrit en fait. Ça m'a vraiment aidé à juguler la peur en fait, de ce qui allait se passer. Donc j'ai voilà, des multiples cahiers comme ça, j'ai même des petits cahiers tout simples, des spirales, des vraiment brouillons classiques, journal de jeûne, voilà. Alors ça, c'était le petit carnet où on écrivait les biberons. Alors j'adore cette collection-là, c'est, vous savez, cette collection qui s'ouvre là avec un petit... Voilà, c'est juste magnifique. J'ai aussi les tout petits, et sur ces petits-là, alors je trouve des listes de mots, parce que je collectionne en fait les mots. Quand j'en entends un, je le note, après je le cherche dans le dictionnaire, et je le note dans un calepin à spirale avec les lettres de l'alphabet. Donc voilà, il y a des listes de choses à faire avec des listes de mots, et puis des choses que j'ai entendues, enfin, et c'est vraiment des petits moments de vie. Ah oui, alors celui-là, c'est le carnet des perles de ma fille. J'adore, je vous en lis quelques-unes parce que c'est trop drôle. À la récré, on a joué au chevalier, Lucas était le seigneur et Mélie la seigneuse. Loulotte fait rouler sur sa langue quelques mots d'anglais. On lui dit qu'en anglais, il n'y a pas de R prononcé. Elle dit « l'anglais, c'est moelleux » devant un pot de miel. « Maman, les abeilles, elles fabriquent aussi la bouteille de miel ?» Moi, on va réviser la poésie. « Non, maman, je la connais, je vais te la ressusciter. » Ah, celui-là, j'adore. À la fin d'une journée, je lui ai dit « Pfiou, quelle journée, j'en peux plus. Hein. » Donc je la couche et je lui dis « Tu te relèves pas, hein, parce que j'ai plus de patience. » Déjà, à l'époque, je connaissais pas les petites cuillères, mais je disais « Là, j'ai plus de patience. » Et là, elle m'a répondu « Et t'en peux plus, rat ?» J'en peux plus était devenu un verbe. Ah, celle-là, philosophique. Les premiers gens qui sont nés, ils n'avaient pas de parents. Ouais, elle avait 4 ans. Et donc là, vous voyez, c'est dangereux, là, ce que je suis en train de faire. Le petit carnet quand j'ai rencontré mon mari. Donc quand je retrouve ça, je suis très, très tentée de le relire. Et souvent, c'est ce que je fais, d'ailleurs. Hein. Je me mets à relire et ça me happe, mais complètement. Alors des fois, c'est super parce que du coup... surtout avec l'autisme, comme je relis un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie sous cette lumière-là, ça m'apporte des éclairages. Je me dis, ah bah oui, déjà à l'époque j'avais ci, déjà à l'époque j'avais ça. Alors,
Je garde aussi... oh là là. Ah, celui-là, regardez comme il est beau. C'est mon frère qui me l'a offert à Noël. Il s'ouvre comme ça. Voilà, il y a aussi l'écriture manuscrite, il y a aussi le côté vraiment sensoriel. Vous voyez, du cahier, du papier, de la plume qui gratte. C'est un cahier de ménage. C'est un peu des petits morceaux de ma vie. Je vais arrêter là parce que, en fait, là, je suis capable de vous montrer chacun de mes cahiers et de les commenter et de lire des petites phrases dedans. Et là, ça va vraiment commencer à être un peu longuet et un peu saoulant. Pour conclure, nous ne sommes pas nos intérêts spécifiques, même si, effectivement, ils nous définissent à un instant T de notre vie. Nos intérêts spé sont là pour nous permettre de maîtriser un domaine. Donc ils sont précieux et il faut vraiment les garder dans son emploi du temps, sinon on déprime. Mais il ne faut pas en abuser non plus, sinon on peut être trop pris dedans. La semaine prochaine, je vous fais une petite vidéo avec un montage, avec 3 tranches de vie. Et bah prenez soin de vous mes pyjamas. Je vous dis à bientôt. Salut!